Salutations braves gens et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme de cet épisode, un film de 1985, The Stuff de Larry Cohen. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors, The Stuff, ou bien comme blaze alternatif, Yogourt Attack pour l'attaque du yaourt. Ouais, les derniers épisodes étaient un poil trop intello, il fallait bien rattraper un peu le coup. Donc The Stuff nous met en image l'invasion de la planète entière des Américains fuckés uniquement par une nouvelle marque de yaourt qui fait fureur, et pas l'allemand à la moustache dégueulasse. Une nouvelle marque qui porte le doux nom de The Stuff, le machin. Alors ce produit-là, tout le monde se l'arrache. C'est que dès que tu commences à le gober, tu ne peux point t'empêcher d'y refoutre la langue dedans. Et en plus d'être délicieux, c'est calorie-free. Tu peux t'en gaver sans problème. Sans problème. Commandez sans problème. À la santé. Ouais, vous vous doutez bien qu'il y a une oreille dans la crème anglaise, sinon il n'y aurait pas de film. Effectivement, The Stuff c'est succulent, mais en fait, il y a quoi dedans ? Ça, personne ne le sait, et c'est justement la demi-intrigue du métrage, car un trou du cul ancien membre du FBI... L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bollitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose ? est mandaté comme espion industriel par les Avengers des produits laitiers glacés. Sandek, l'un des chefs d'entreprise multipogneux d'un certain âge, en a même la coupe de beubare de Tony Stark. Bref, le Conseil des 5 mandate donc un fouille-merde afin d'en percer les secrets de fabrication. Le procédé de fabrication des steaks hachés de bœuf chez McDonald's est incroyablement simple. Pourquoi une demi-intrigue et pas une intrigue tout court ? Cher auditeur attentif, tout simplement parce que le film débute par la découverte du stuff. Ouais, donc, c'est dans une cuisine, un labo, au fin fond d'une grotte après l'oubli d'un fromage par un berger qui a donné la légende de la découverte du Roquefort. Pourquoi il a pas dit un cave naturel ? C'est ça qui donne le goût. Société, le Roquefort des maîtres affineurs. Alors, non, et non pour les deux premières suggestions. Quant à la dernière, presque. Disons que la bobine débute par un mineur crasseux et d'un certain âge qui, en se baladant par temps neigeux et nocturne, découvre un trou dans la neige d'où bloup une substance épaisse et blanchâtre. Un dégueulis de lendemain de... Oh, attendez, je l'ai peut-être déjà faite celle-là. Elle nomme ce dégueulis de lendemain de Nouvel An Food of the Gods, la nourriture des dieux. Donc un rendu post-concours de gobage de crème d'aneth saveur vanille. Passer l'ingestion du kilo, c'est la gerbe assurée. Non mais vraiment, ne faites pas ça. Au chocolat, c'est bien meilleur. Petite réflexion cependant, on pourrait pas établir un sous-genre de film dont la menace dégueule des entrailles de la Terre, ou presque ? Parce qu'avec, soudain, les monstres déjà chroniqués dans cette pastille et le blob de Chuck Russell sorti 3 ans après The Stuff, on tient un truc là, non ? Bref, le mineur qui tombe sur ce truc dégueu n'a comme seule autre idée brillante que de foutre les doigts dans ce machin immonde et de les porter à ses lèvres. C'est effectivement une réaction complètement logique que tout le monde aurait fait. Il fourre même ses doigts dégoulinant de cette substance gélatineuse et blanchâtre dans le bec de son pote George, encore un, qui se demandait ce qu'il pouvait bien branler. C'est drôlement bon. Et pas qu'un peu que c'est bon, mon vieux, hein ? C'est une blague ? Ah bah merde. Y a quelque chose qui cloche ? Et quelle va donc être la décision de ces deux pouilleux ? Appeler les autorités sanitaires ? Eh ben non, les mecs. Nous sommes dans les années 80, on va le vendre et se faire les couilles en or avec. Couler ces vieux jours aux Bahamas. Tu veux mon avis ? Si ce truc continue à couler autant, nous on va pouvoir se couler de vieux jours aux Bahamas. Et effectivement, nos deux pecnos se seront fait les houilles en pyrite, mais on ne le découvrira que plus tard dans le film. Car le mystère reste ensuite à peu près entier dès lors. The Stuff, c'est quoi en fait ? Je veux dire que même les publicités que l'on voit sans cesse à la télé cartonnent avec des mannequins qui, comme les vieux du début, se lèchent les quenottes avec délice, en refaisant sans cesse les scènes exprès. Tout un service de matraquage marketing pour légitimer la vente d'un produit mystère que commence à vénérer toute la population à laquelle
ça ne pose véritablement pas de problème d'avaler un fluide sans savoir ce que c'est. Comprenez bien, hein, Coca-Cola fait pareil en gardant secrète la composition de sa boisson. Alors, s'ils le font... Coca-Cola Light, Coca-Cola normal et Coca-Cola zero. Coca-Cola Light. Heureusement, il y a ensuite très vite un petit garçon d'une dizaine d'années à peine qui va comprendre ce qu'il en retourne. Fils d'une famille parfaite et propre sur elle en apparence de banlieue américaine, le môme se fait emmerder par les poustiques une nuit. Et comme tout préado qui se respecte, il en profite une fois réveillé d'aller piller le frigo. Sauf que... il y a la Stuff qui se fait surprendre par le gosse et se grouille de rentrer dans son pot. Le gamin vient d'être témoin que le yaourt est en réalité un être vivant. L'idée est fabuleuse. Donc le matin venu, le chiard se lève, trouve sa famille insupportable en train de bouffer de la Stuff évidemment, et là le chérubin leur dit que c'est de la merde qu'il faut le jeter. Son daron le croit, ils détruisent donc le pot et portent plainte au service consommateur. Le produit est retiré de la vente. Fin. Alors non, pas du tout. Un bon daron de la family way of life, il en a rien à foutre de ce que dit son gamin et il continue de se baffrer jusqu'à... on va dire jusqu'à ce que les péripéties du môme s'entremêlent avec celles de l'enquêteur industriel. Si vous voulez voir la suite, le film est très facilement visible sur la plateforme au triangle rouge. Bon du coup, pourquoi perdre son temps à mater ce film? On se le demande avec un pitch pareil. Et en plus, la bobine est dégueulasse. Quasi filmé plan par plan à la manière d'un feuilleton de TV avec notamment des zooms rapides et stupides sur le visage des personnages lorsqu'ils disent en apparence des trucs importants. Ouais, la musique on l'oublie aussi, sauf pour le générique de fin qui reprend mystérieusement quelques notes de retour. Du Superman de Richard Donner. Parce que je sais pas en fait. Mais franchement, quel est donc le putain d'intérêt de perdre du temps sur cette daube? Tout simplement parce que cette daube est une daube de qualité supérieure, malgré le budget aux fraises et un rythme, il faut l'avouer, complètement inégal. Et tout cela tient du fait de son réalisateur et scénariste, je veux nommer Larry Cohen. Bien évidemment pour les profanes, ce nom ne dit que dalle, mais pour les amateurs de série B, ce mec est vénéré. Une série quoi? Mais c'est un film putain, pas une série. Et merde. La série B, c'est tout simplement la masse populaire en comparaison de la noblesse des films mainstream qui profitent, eux, d'une diffusion médiatique. C'est ce film-là, à petit budget, souvent déjanté, que s'il ne se passe pas en sous-main ou bien de bouche à oreille, il est très vite ignoré. Là où un Scorsese brillera toujours dans l'esprit collectif et sur le tapis rouge parce que c'est un Scorsese, hein. Nicolas Cage. Dans un film de Martin Scorsese, le réalisateur de Taxi Driver et des Affranchis. À tombeau ouvert. Le réalisateur de films de série B, par contre, lui, l'intelligentsia n'aura toujours rien à foutre. Pas le genre de métrage que tu retrouves dans les cours d'art audiovisuel au lycée, dont le prof un peu pédant préférera toujours présenter un Godard trop pompeux pour ce qu'il est en réalité. Soyons honnêtes, même si j'aime bien, hein, faut l'avouer, que de se fader Pierrot le Fou pour ne citer que celui-ci, Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Non, j'écris. Vous l'aurez compris. La série B est considérée comme le parent pauvre de l'art cinématographique, servant à l'origine à meubler les séances des salles obscures durant les heures creuses, en attendant les heures de grande venue destinées pour les métrages dits plus nobles ou bien plus populaires. C'est pourtant dans ces films-là que l'on trouve les bobines les plus tarées, les plus ingénieuses, où l'on ose sortir des carcans avec souvent des ratés certes, mais surtout une inventivité folle dans ses scénarios et même dans ses effets spéciaux notamment. Des exemples ? Évidemment, hein. Je peux citer Terminator de James Cameron ou bien Reservoir Dogs de Tarantino qui étaient considérés comme des séries B avant d'overcartonner et de lancer les carrières des types qui les ont façonnés. Evil Dead de Sam Raimi aussi. Klaatu, Miranda. Rien que ça. Et Larry Cohen est considéré comme l'un de ces saints patrons états-uniens dans ces genres. Faut dire que le gars a quand même réussi dans Épouvante sur New York
a planté au sommet du Chrysler Building un serpent géant appelé Quetzalcoatl, j'ai réussi à le dire la première fois, qui bouffe évidemment des gens, mais chassé par David Carradine lui-même, Bill dans Kill Bill, et dont en prime le procédé des effets spéciaux en mode MacGyver qui est particulièrement bluffant compte tenu du budget de merde et des conditions de tournage. C'est que Cohen se voit souvent refuser les autorisations de tournage et doit donc partir en mode littéralement guérilla poubelle pour arriver à tourner ses plans. Je m'emmerde, j'ai mal aux yeux, mais dans la vie tous les hommes sont plus vieux. Dans The Stuff, c'est bien évidemment la même galère. Tout le métrage pue le low cost jusqu'au doublage français complètement ridicule. Mais tellement drôle, faut l'avouer. Et que ces effets spéciaux, encore une fois, sont tout bonnement bluffants la plupart du temps. Notre yaourt coule, colle, dégueule, rejoint en masse ses copains gélatineux et prend possession des corps. Ah, voilà l'autre sel du visionnage du métrage. C'est bien le talent d'écriture de Cohen. Car ce dernier est avant tout un scénariste pour Hollywood depuis les années 60, et notamment pour la télévision. Il est surtout connu pour être le créateur des séries comme Le Fugitif ou bien Les Envahisseurs. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, Nardin Petan. On peut vous aider? Tout court? Nos darons connaissent bien. Au cinéma, il signe les scripts pour Abel Ferrara, un nom prestigieux pour les Canois par exemple, ou bien William Lustig. Deux noms qui résonnent, oscillant entre les deux extrémités du spectre cinématographique. Mais je me réserve un développement sur ces deux personnages pour une prochaine pastille. Ou pas. Ce que je veux dire, c'est que derrière l'apparent film débile de Yaourt Tueur, et c'est quand même un film débile de Yaourt Tueur, vraiment je ne pensais pas prononcer ces deux mots ensemble un jour, plusieurs fois, Yaourt Tueur. Bref, on peut être sûr qu'avec ce bon vieux Larry, il existe dans ses œuvres un sous-texte pas piqué des hannetons qui ne demande qu'à être découvert. Dans notre film, la critique est évidente. Celle de l'Amérique des années 80 où le consumérisme à outrance et où l'effet de mode prend le pas sur le bon sens et sa propre santé. C'est que les gens, se gavant de la stuff, ne se rendent pas du tout compte qu'ils en deviennent complètement accros, telle une drogue, et que le produit les transforme littéralement en coquilles vides, des pantins au service des entités crémeuses et suaves. Une prise de contrôle lente et inéluctable de la population de la classe moyenne. Celle qui achète sans réfléchir parce qu'il n'a eu de cesse d'avoir eu le cerveau bouffé par des pubs martelées inlassablement à la télé. The stuff, the taste that makes you hungry for more. The stuff, taste that delivers. Et pas qu'à la télé d'ailleurs. Et ce n'est pas une interprétation de ma part, car ces pubs nous sont régulièrement montrées au cours du métrage. Franchement, ces spots sont entraînants et tu as presque envie d'aller péter au McDo du coin, toujours à 5 minutes de chez toi, pour t'acheter un McFlurry au dinde, nappage chocolat, évidemment. Et on en reprendrait bien pour $1, car oui, cette idée de matraquage publicitaire se retrouve également dans le Robocop de Verhoeven, sorti 2 ans plus tard. Inspiration ? Je sais pas, franchement je sais pas, mais la décennie 80 est connue pour ses pubs démentielles et what the fuck, destinées donc à faire vendre tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Il suffit de voir tout ce vivier de publicistes devenus grands réalisateurs à partir de cette époque. J'ai complètement la flemme de faire la liste, alors je ne citerai que Tony Scott et son Top Gun. Une pub géante de plus d'1h30 pour l'armée de l'air américaine. Et ce n'est même pas une vanne car le projet a été vendu pour ça. Et dès lors, il s'est observé un pic impressionnant d'engagement de jeunes troufions lié au succès du film. Un film de merde. Hé mec, t'as un souci? Ça ne tourne pas rond, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, merci. Alors, Topper Harley, c'est toi? Dans notre film, on retrouve également le thème de la dépossession des corps, ou bien nommé Body Snatchers. Des entités souvent extraterrestres qui prennent possession en loose day des corps et des esprits des populations, et popularisés par l'invasion des profanateurs de sépultures sortie en 1956.
remakée par 2 fois et dont la dernière en date par Abel Ferrara avec Cohen au scénario. Bah oui, c'est celui-là que j'ai cité tantôt. À l'origine, c'était une allégorie du communisme et de la peur de devenir des Playmobil sans personnalité aucune. Dans The Stuff, c'est retournement de veste car c'est la lobotomisation par le surcapitalisme qui rend les gens dépossédés de leur propre volonté. Avouez que c'est quand même bien plus subtil que des tâcherons comme le récent The Substance de Coralie Farja, qui reprend certaines de ses idées, même à The Stuff, évidemment très 80s, mais qui essaie de rendre snob et de porter sur le tapis rouge ce qui ne l'est pas, comme si elle ne voulait pas assumer le côté délire de ses codes, des codes de la série B horrifique. C'est comme chier dans une boîte de conserve et dire que c'est de l'art et de vendre sa merde à prix d'or parce que c'est de l'art. Marc, le mec, je le félicite Force 15 pour ça. Manzoni est mort depuis plus de 60 ans, mec. Ah merde. Puis ce n'est pas si mal de Substance, c'est juste que pour celui qui est habitué à ce genre d'histoire, tu te fais vite chier à la longue sur des thèmes horrifiques plus qu'éculés. Pour les non-initiés, par contre, il marche très bien. Mais n'est-ce pas là le plus important? De tout pour tout le monde? Je me ferais bien, y a bon. Ça existe un film sur du ritueur? Spoiler, oui. Ah, et puis, puisque je savais pas comment le placer, on voit apparaître dans le film un tout jeune acteur appelé Patrick Dempsey. Meredith, je t'en prie, sors avec moi. Non. J'ai failli mourir aujourd'hui, tu sais. Je suis passé à ça. Qu'est-ce que tu ressentirais si j'y étais resté et que tu n'avais plus une chance de sortir avec moi? Dr Mamour de Grey's Anatomy, un de ses premiers rôles. Alors rien que pour ça... Et vous l'aurez compris, je vais m'arrêter là pour l'analyse. Matez The Stuff. Marrez-vous un bon coup sans complexe, entre amis ou en famille, ou bien tout seul, à bouffer des yaourts surtout, même des Activia. Vous savez, ceux avec les êtres vivants mis en avant dans leur pub. Notre conscience serait-elle remplacée par eux du coup? Non. Non, les ferments lactiques sont présents dans tous les produits laitiers. Ce sont eux qui transforment le lait et nous permettent de le conserver bien plus longtemps. Mais bon, merci The Stuff. Alors, en attendant de causer d'un autre film de Body Snatchers dont les êtres humains sont remplacés par des E.T. uniquement visibles par des lunettes en Roddy Piper Vision. J'ai envie de toi. Mais ta gueule! Claude!